La plupart d'entre nous vivons dans notre tête, ressassant soucis, échecs passés et catastrophes futures. Le toucher d'une main bienveillante nous ramène dans le monde présent et nous aide à être de nouveau en phase avec la réalité. Notre épanouissement personnel et professionnel est tributaire de nos fréquentations de tous les jours. En réalité, nous sommes déterminés par ceux qui nous entourent. Alors cherchez à avoir des amitiés et des compagnies qui vous bonifient. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Ce mardi, je reçois pour vous au cours de cette matinale Mohamed Akintola. Il est chargé de mission et responsable de la cellule de communication du parti politique Renaissance nationale, autrefois Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Avec lui, nous parlerons du congrès extraordinaire qui s'est tenu samedi dernier. Mais avant de le retrouver, j'aurai à vous présenter la une des journaux afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi. Juste après ma présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Francis Fahami. Au sommaire de sa présentation, le maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Setondia Trokpo, a lancé hier la campagne nationale de mobilisation des élus locaux pour la coproduction de la sécurité. Le compte rendu vous sera présenté au cours de cette matinale. Shadrach Hounibo, coordonnateur de l'organisation non gouvernementale Urgence panafricaniste de Kémy Séba, est condamné à une amende de 5 millions de francs CFA. Plus de détails sur son audience hier à la Criette au cours de cette matinale. L'administration publique béninoise réalise près de 1000 milliards de francs CFA de recettes. Vous en saurez davantage au cours du bulletin matinal d'information. Juste après le bulletin matinal d'information et l'invité, on parlera sport au cours de cette matinale. Le dossier du directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire Alexis Akakpo est renvoyé au 15 janvier 2024 après l'ouverture du procès hier lundi. Colombe Oussou nous en parle dans sa présentation de la page des sports. La Fédération béninoise de football apporte son soutien à l'international béninois Toussaint Aïgou, victime des messages haineux et propos racistes sur les réseaux sociaux. Vous en saurez davantage au cours de la page des sports. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte de l'expression avoir la langue bien pendue. Atifa Olafa, dans sa présentation de la rubrique astuce mode, nous fait savoir comment différencier une robe de cocktail et une robe de soirée. Et puis en fin d'émission, vous aurez à retrouver Brissette Akpangon pour les prévisions astrologiques. Les plaisirs de la vie vous procurent de plus d'enthousiasme. Vous pourriez avoir des échanges susceptibles de vous aider. Ce sont ainsi les prédictions pour les natures du signe Verseau. Retrouvez les prédictions pour les 11 autres signes zodiaques dans sa présentation en fin d'émission. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce mardi. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le logo de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB
fait la manchette de ce matin de l'Informateur. Le Canard titre à cet effet, sécurité de proximité. Les chefs quartiers impliqués dans le but d'aider les efforts du gouvernement sur le plan sécuritaire. La NCB a décidé d'impliquer les chefs quartiers dans la lutte pour la sécurité de proximité, nous apprend le Canard. Retrouvez l'article qui fait le point du lancement qui a eu lieu hier dans l'enceinte de la mairie de Cotonou sous l'égide du président de la NCB, Luc Setonji Atrokpo, maire de la ville de Cotonou. Retrouvez l'article comme rendu à la page 3. Sixième édition de Africa Corédé Awards. Louis Béounou Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin, distingué. Retrouvez des détails sur la dite distinction et sa valeur à la page 4. Burkina Faso, le gouvernement remanié, nous informe l'Informateur. Football, la Fédération béninoise de football, FBF, apporte son soutien à Tossin Aïgoun. Des détails à la page 7. À l'oreille droite, on peut lire Journal École. Dangbo, après la découverte du corps d'une dame, 4 personnes arrêtées, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des différents étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le confrère du quotidien de service public publie ce matin en manchette appui à la production vivrière dans le septentrion, de nouvelles infrastructures pour une meilleure productivité. L'article qui vous renseigne est à retrouver à la page 2. En deuxième de titre, on peut lire ce matin, diplomatie. Olusegun Adiadi Bakari consolide les relations du Bénin avec l'Inde. L'article à retrouver à la page 3. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, soutien à sa politique économique démocratique et sociale. L'UE, l'Union européenne, octroie plus de 111 milliards de francs CFA au Bénin. Le journal nous apprend à travers quelques lignes que l'Union européenne engage les plans d'action annuels au titre de 2022 et 2023 en faveur du Bénin pour un montant total de 170 millions d'euros et décaisse une tranche d'appui budgétaire en faveur de la République du Bénin d'un montant de 15 millions d'euros. Retrouvez la suite de l'article qui vous renseigne davantage à la page 2. Toujours à la une du quotidien de service public, négociation des parties à la COP 28, les attentes partiellement satisfaites, l'article à retrouver en page 11. Fraternité, ce matin manchette parle d'homosexualité, de démographie et de développement, des constats aux convictions des évêques du Bénin. Je cite, nous sommes capables d'un sursaut national énergique, culturelle, éthique et spirituelle. Fin de citation. À la surprise générale, le Vatican autorise la bénédiction des couples de même sexe. Nous apprend la manchette de ce matin de Fraternité qui illustre son titre avec une photo de la conférence épiscopale du Bénin et du pape. Retrouvez l'article qui vous renseigne aux pages 2 et 3. Fraternité, dans sa parution de ce matin, s'intéresse toujours au déplacement du président de la République en Martinique. Le Canard communique à la une à l'exposition de l'art contemporain béninois en Martinique. Patrice Talon, je cite, « Nos créateurs à travers cette exposition constituent de véritables ambassadeurs du renforcement de la fraternité bénino-martiniquaise. » Fin de citation, retrouvez la transcription intégrale de ces propos à la page 5. Le matinal à présent, ce matin manchette, parle de réforme structurelle de la décentralisation au Bénin. Faible sécurité des secrétaires exécutifs, la sécurité des cadres techniques des mairies, en l'occurrence des secrétaires exécutifs des communes, est devenue une question de plus en plus préoccupante. Les nombreuses démissions consécutives aux difficultés de cohabitation entre ces patrons de l'administration communale et les maires appellent à une refonte de la réforme dans le sens du renforcement de la sécurité de leurs fonctions. Cela y va de la réussite de la réforme et de l'atteinte de ses objectifs, estime le Canard. Retrouvez la suite de son analyse à la page 2 de sa parution de ce matin. Le matinal nous propose également comme titre ce matin à sa une, troisième recensement général des entreprises, des commerçants inquiets. Le directeur général de l'Instad rassure. Retrouvez les dites assurances en page 8. Matin libre ce matin en manchette parle de tournée asiatique du ministre des Affaires étrangères. Olusegun Adiadi Bakari renforce l'axe Bénin-Inde. Une photo illustrative est mise à la une. L'article qui vous renseigne est à retrouver à la page 2.
Contre le commerce illicite de cigarettes, l'industrie légale du tabac œuvre pour des stratégies efficaces de lutte. Le Béninois libéré ce matin en manchette. Talons l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, talons tout, talons Dieu. Attention, monsieur le président, cela peut avoir un revers amer, s'exclame le canard. Retrouvez l'article analytique à la page 3 de la livraison ce matin du journal, un article signé Aboubakar Takou. Célébration en beauté de la fête de Noël, Ouragan Fondation Rondeladi sort le grand jeu, plus de 30 000 jouets à distribuer dans les écoles. Les détails sur cette initiative louable et salvatrice à la page 3 de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, distinction spéciale par Africa Corédé et Waltz, Louis Béounou Vlavonou, symbole de réussite, de persévérance et d'engagement pour l'excellence. Le potentiel ce matin manchette, coproduction de la sécurité et la cohésion sociale au Bénin. Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, lance une campagne nationale avec les élus locaux. Vous avez la photo de famille qui est mise à la une pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver à la page 3. Visite du travail du chef de l'État béninois en Martinique, Patrice Talon, pour un renforcement des liens culturels Afrique-Caraïbes. Escroquerie et trafic d'influence, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette dépose Patrick Dédégbé en prison. Retrouvez le mobile à la page 2 de la parution ce matin du journal. Éducation, spécialiste des questions éducatives, publie ce matin en manchette. Jacques-Philippe Gbedieglo à propos de l'ESE. C'est une seconde chance qui est offerte à ceux qui ne réussissent pas au bac. Retrouvez des précisions à la page 11. Le Télégramme ce matin en manchette. Dette publique du Bénin sur le marché régional des titres publics de l'UEMOA. Après avoir remboursé plus de 423 milliards, le Bénin doit encore 1296 milliards de francs CFA. Les détails à la page 7. Sixième édition des Africa Corédé Awards. Louis Béounou Vlavonou distingué dans la catégorie hors spécial. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, visite de Patrice Talon à la Martinique. Ce qu'on peut déjà retenir est à retrouver à la page 12. Pour éponger une dette, il tente de vendre son enfant et se fait arrêter. Retrouvez des détails sur cette affaire à la page 10. Pour une affaire fausse, pour une fausse histoire de drogue, un douanier et un faux agent de renseignement sous mandat de dépôt, nous apprend la une de ce matin de Le Télégramme. Le pays émergent, 6e édition des Africa Corédé Awards. Plusieurs personnalités, dont Louis Vlavonou, distingué, le président de l'Assemblée nationale primé dans la catégorie hors spécial. Nous passons à présent au journal La Primeur. Organisation des élections générales de 2026, le message de la Fondation Malek Rossou au président de la Cour constitutionnelle est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Affaire obsue, la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, renvoie le dossier au 15 janvier 2024. Alexis Donald Akakpo et ses co-accusés retournent en prison. La boussole à présent, à l'image des écureuils devenus guépards. L'UDBN de Claudine Fèvre-Prudencio change de nom pour faire oublier ses déboires. La dernière des législatives passées peut-elle devenir championne, s'interroge le confrère. L'autre quotidien à présent, lutte contre le trafic illicite de cigarettes en Afrique de l'Ouest. Douaniers, magistrats et OPJ, officiers de police judiciaire, aguerris contre la contrebande, une initiative de l'industrie légale du tabac. Les cas de vérité à présent, audience à la Cour constitutionnelle, la Fondation Malek Rossou, le président Dorothée Sosa, échange sur les élections générales de 2026. Toujours à la une de les cas de vérité de ce matin, pratique médicale au Bénin, l'Ansalbe s'investit dans l'intégration de la phytothérapie dans le système sanitaire. Le leader du jour ce matin en manchette communique, 6e édition des Africa Corédé Awards, Louis Vlavonou distingué dans la catégorie hors spécial. Nouvelle expression ce matin en manchette, commerce illicite de cigarettes en Afrique de l'Ouest. Les parties prenantes définissent une stratégie efficiente de lutte. Le grand jury ce matin en manchette, suite au décès de Marie-Roméo Merinto, secrétaire exécutive de Banté, très attristé, le maire Comlan Fagbémon au domicile de la défunte pour témoigner
et sa compassion. Toute la commune présente ses condoléances à la famille éplorée. Décryptage info à présent, financement du développement. L'Union européenne s'engage à mobiliser 111 milliards 500 millions de francs CFA au profit du Bénin. Des détails sur le dit financement aux pages 4 et 5. Élection générale de 2026 au Bénin. Le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa, échange avec la fondation Malerosso. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment des sites internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. Le maire de la commune de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Setonji Atroko, a lancé ce lundi 18 décembre, en compagnie du préfet du littoral, Alain Onla, la campagne nationale de mobilisation des élus locaux pour la coproduction de la sécurité. Une cérémonie accueillie par la mairie de Cotonou. Le point dans ce reportage signé Prisette Pangon. Devant un parterre d'agents de la police républicaine et de chefs quartiers de Cotonou, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Atroko, a lancé en compagnie du préfet du littoral, Alain Onla, la campagne de mobilisation des élus locaux pour la coproduction de la sécurité. Une campagne qui s'étend sur les 77 communes du Bénin. Le lancement sera le lancement national pour les élus locaux des 77 communes. Quand le préfet prendra la parole, il fera le lancement pour le département du littoral, c'est-à-dire pour cette réunion-là. Donc ne confondez pas les deux. Je voudrais le préciser pour que vous compreniez que mon intervention c'est dans le sens du lancement de la campagne sur le plan national et que le préfet, qui est l'autorité tutelle ici, prendra la parole pour lancer ce que nous faisons dans cette salle aujourd'hui, les chefs quartiers de Cotonou. Une fois encore, merci au général qui nous a beaucoup aidé avec toute son équipe. Je voudrais leur dire un sincère merci, surtout dans la phase préparatoire. Sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Objectif, outiller les chefs quartiers et les agents de la police républicaine sur l'importance de la contribution de tous les acteurs de la société civile. La sécurité ne nécessite pas non plus forcément que de grands moyens à déployer. La sécurité, c'est l'information, c'est le renseignement. J'allais presque dire la transmission du renseignement et non pas forcément la délation ou la dénonciation. Des notions que semblent avoir compris les élus locaux. Nous sommes les élus à la base et nous sommes en contact avec la population chaque jour. Donc, si en tant que chef de quartier, le développement d'une ville passe par les chefs de quartier. Et s'il y aura quelque chose, je crois que avec notre contribution, la sécurité va sur son cours. Nous maîtrisons tous les ménages et quand on constate que la présence d'un nouveau, d'abord on se rapproche du propriétaire et la suite on contacte le commissariat d'arrondissement pour les informer. Au programme de cette campagne, des formations diverses avec des acteurs du domaine de la sécurité publique. Pas de peine de prison pour Shadrach Hongigbo, le coordonnateur au Bénin de l'ONG Urgence panafricaniste de Kémy-Séba, a été condamné ce 18 décembre par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET à une peine pécuniaire. Les juges de la CRIET ont condamné le collaborateur de Kémy-Séba au Bénin à une peine de 5 millions de francs CFA. Dans un autre registre, ce matin, une vingtaine d'élèves du complexe scolaire protestant CSP Gbeto ont visité le chemin ferroviaire Cotonou-Ouidah le samedi 16 décembre. Il s'agit d'une initiative du Centre de promotion et de protection du patrimoine culturel pour le développement CPNCD ONG. Le reportage avec Quentin Amousso. Une randonnée touristique pour replonger les enfants dans l'histoire des cheminots au Bénin. L'ONG du Centre de promotion et de protection du patrimoine culturel pour le développement fait découvrir à une vingtaine d'élèves du CSP Gbeto âgés de 13 ans le chemin ferroviaire Cotonou-Ouidah. Ces enfants-là n'ont jamais connu ce qu'on appelle gare, ce qu'on appelle train. À la rigueur, ils ont vu ça à la télé et ils ne savent pas que dans leur pays, il y a un truc comme ça. Donc nous avons choisi de les amener à la rencontre de ce patrimoine pour qu'ils sachent que leurs parents
ces moyens de locomotion, ils ont emprunté. Et que eux, aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité, eux, ils ne connaissent plus ça. De Cotonou à Ouida en passant par Godomé, cette balade a renforcé la culture générale des participants. Nous sommes allés à la gare routière de Cotonou. Après, nous avons visité quelques wagons. Après, nous sommes ici à la gare de Godomé. Je les remercie beaucoup parce que je n'ai jamais vu auparavant des wagons ni des rails. Pour la toute première fois que je les ai vus. Je suis vraiment contente d'avoir participé à ceci. On est venu visiter la gare centrale de Cotonou et on a pu voir certains trains et quelques moyens de locomotion que nos parents utilisaient avant. Objectif atteint. Les membres du CPNCD ONG ont vu juste. Je les avais entendus, ils étaient en train de dire « Ah, moi j'ai pu toucher le train ». Et quand j'ai demandé à certaines filles est-ce qu'elles ont gagné quelque chose, j'ai vu certaines notées. Et d'autres ont commencé par regarder ce qu'elles ont pris comme... elles ont noté des choses dans leur calepin, quoi. Nous avons réellement constaté que ces élèves étaient d'abord contents d'avoir pu comprendre l'histoire qu'a pu avoir les gares dans le passé. Le chemin ferroviaire, les trains, tout ça, la plupart n'en avaient jamais vu, n'ont jamais entendu le cri que ça faisait dans le pays. Cette randonnée touristique s'est achevée par la visite du site de la porte du non-retour à Ouida. Les membres du CPNCD ONG se donnent donc rendez-vous pour la prochaine édition. 950,844 milliards de francs CFA, c'est la recette totale enregistrée par l'administration publique du Bénin à la fin du premier semestre de l'année 2023, soit une augmentation de 142,135 milliards de francs CFA par rapport à la performance de l'année 2022 à la même période. C'est de moins ce qu'on retient du point d'exécution de la loi de finances gestion 2023 à la fin juin, présenté aux députés. Autre information dans ce bulletin matinal d'information, dans le cadre du renforcement des capacités des micro, petites et moyennes entreprises, MPME suivant l'approche SME Loop, avec l'appui technique et financier du projet de promotion des petites et moyennes entreprises ProPME de la GIZ, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises a contractualisé avec des structures d'appui et d'encadrement pour l'accompagnement de 50 MPME. L'ADPME lance un appel pour la sélection des micro, petites et moyennes entreprises. Dans une autre veine, ce matin, le groupe de recherche d'action et de formation en épidémiologie et en développement GRAFED a organisé le vendredi 15 décembre une table ronde d'échange et de partage sur les enjeux de la planification familiale avec les acteurs du secteur public et privé. Le point sur cette rencontre avec Setondélarius Adjaguen. Selon les estimations de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, 222 millions de femmes dans le monde n'ont pas accès au service de la planification familiale. Au Bénin, ce chiffre est estimé à 1,5 million de femmes. Donc chez nous, il y a 1 500 000 femmes qui n'ont pas accès au service de la planification familiale. Besoin non satisfait, bien sûr. Le taux de prévalence contraceptive du Bénin est, comme vous le savez, de 12,4% selon l'EDS 5. Et les besoins non satisfaits de 32,3%. Et le taux de mortalité maternelle du Bénin est de 391 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Cela signifie que les femmes sont exposées à un risque accru de grossesse non désirée, d'avortement dangereux et de complications liées à la grossesse et à l'accouchement. C'est un problème qui a un impact négatif sur les individus, les familles et les communautés. En investissant dans la planification familiale, nous pouvons réduire la mortalité maternelle et infantile. Et comme on le dit, la planification familiale est le premier pilier de la réduction de la mortalité maternelle. On peut aussi améliorer l'éducation et l'emploi des femmes, promouvoir l'égalité des sexes et réduire la pauvreté. Et comme on le sait, le Bénin concourt à la capture du dividende démographique. Notons que le coût
d'un investissement dans la planification familiale est faible par rapport aux avantages qu'il procure. On dit souvent que $1 investi dans la planification familiale peut générer jusqu'à $6 d'économie. Autrement, 100 francs investis dans la planification familiale peut générer 600 francs CFA d'économie. La planification familiale est un investissement dans la prospérité des nations. Les responsables des entreprises privées et les autorités gouvernementales du Bénin ont un rôle important à jouer dans la promotion de la planification familiale. Par exemple, ils peuvent fournir des services de planification familiale à leurs employés. Même les municipalités peuvent le faire. Soutenir des programmes de planification familiale dans leur communauté. Sensibiliser à l'importance de la planification familiale. Voilà quelques champs d'action que le secteur privé peut explorer. Aujourd'hui, avec le gouvernement, l'environnement juridique est favorable avec le vote de plusieurs lois et surtout la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021 modifiant et complétant la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Le début de respect de certains des engagements du Family Planning 2030 et du partenariat de Ouagadougou. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Je suis convaincu que vous partagez notre conviction et que la planification familiale est un investissement dans l'avenir. Je vous invite donc, chers acteurs du secteur privé et du secteur public, acteurs clés, je vous invite à vous joindre à nous pour faire de la planification familiale une réalité pour toutes les femmes et les filles du Bénin. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous Francis Fahmy pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h si tout va bien Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité sur Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, je suis en compagnie de Mohamed Akintola, chargé de mission et responsable de la cellule de communication du parti Renaissance Nationale, autrefois connu sur la dénomination Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Mohamed Akintola, bonjour. Bonjour, M. Kader. Merci d'être à nos côtés ce matin pour nous faire le point de ce congrès extraordinaire qui s'est tenu samedi dernier à Cotonou. D'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les fondements de ce congrès extraordinaire? Parce qu'on parle d'un congrès extraordinaire et non ordinaire. En effet, merci beaucoup M. Kader, merci à nos internautes, à nos téléspectateurs. Vous l'avez dit, ce fut un congrès extraordinaire de l'ex-parti Union démocratique pour un Bénin nouveau qui s'est tenu au Palais des Congrès le samedi 16 décembre 2023. Ce congrès extraordinaire est une extension d'un congrès ordinaire qui a eu lieu un peu plus tôt. Congrès ordinaire qui s'est justifié d'abord par les dispositions contenues dans les textes fondamentaux du parti politique UDBN, mais qui est advenu au lendemain de notre participation aux élections législatives de 2023. Il fallait donc, après ce périple-là et les autres avant, puisqu'il faut rappeler notre petite aventure qui s'est soldée par une séparation avec un autre parti politique de la mouvance présidentielle, nous avons donc décidé de faire un point. Faire une pause pour faire un diagnostic de nos problèmes, nous poser les vraies questions afin de trouver les réponses les plus adéquates pour sortir de cette léthargie-là et de cet effort infructueux qui est en train de devenir plus ou moins répétitif. Nous avons donc fait un bilan de notre participation aux élections et de tout ce que je viens de citer pour nous rendre compte qu'il était impératif que le parti soit redynamisé.
que le parti soit rechemisé et que surtout autant de l'extérieur, là je parle de l'emblème, je parle du logo, je parle de la dénomination du parti, mais aussi de l'intérieur. Il fallait que... Est-ce que vous pensez que la dénomination du parti faisait partie des mots qui entravent l'éclosion du parti? Et vous savez, lorsque vous décidez de mener des réformes, de faire des changements, il ne faut pas y aller de main molle ou de main morte. Il faut y aller à fond et il faut que tout ce qui vient avec soit pris en compte. Nous sommes sur un terrain politique, nous sommes sur un terrain de concurrence, nous sommes sur un terrain d'adversité. Nous parlons de marketing politique. Il fallait un rebranding pour le parti parce que le nom portait certains préjudices venant... Laquelle par exemple? Non, vous savez, c'est un secret de polichinelle. Beaucoup taguent le parti d'être un parti d'une zone du Bénin, un parti départemental, alors que nous sommes dans un contexte où le système partisan nous oblige dans les faits à avoir une envergure nationale. Au-delà de ça, vous savez, je le dis à tort ou à travers, et cela fera peut-être l'objet d'un débat, mais qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Vous voyez, et la petite tache d'huile sur une toile blanche, quelle que soit sa superficie, est toujours plus remarquée que le reste du blanc. Il fallait donc que nous procédions à un certain changement. Il fallait aussi que cet impact psychologique-là puisse suivre les réformes internes qui ont été décidées lors du congrès ordinaire. Donc le congrès extraordinaire est une extension de ce congrès ordinaire-là et ça s'est élargi à tous les responsables locaux, les délégués communaux, mais également les militants venus de tous les 546 arrondissements du pays. Nous avons donc accueilli plus de 1200, 1300 participants à ce congrès-là au Palais des Congrès le samedi passé. Le samedi passé. Alors, quelle est la résultante forte en dehors du changement de la domination? Qu'est-ce qui change fort de façon concrète dans la vie du parti politique? La première chose qui change déjà, vous savez, il n'est de richesse que d'hommes, disait Baudin. Donc, il y a eu de la nouvelle énergie. Le bureau national a été remembré, il y a eu de nouvelles entrées, il y a eu des jeunes, plus de femmes, plus de jeunes pour relever le défi. Il y a le retour à la tête du parti de l'honorable Claudine Afiavi Molara Prudencio. Il y a également des décisions qui sont allées dans le sens... Était-ce nécessaire qu'elle revienne à la tête du parti? Dans le contexte actuel, oui. Dans le contexte actuel, pourquoi? Oui. D'abord parce que il fut un moment où elle s'est un peu éloignée de ce poste-là et a confié la destinée du parti à certains autres cadres. Mais le résultat qui en est sorti n'a pas été très reluisant. Le Congrès et les cadres du parti ont donc décidé que son expérience dans le domaine politique, que son savoir-faire était encore utile, qu'il n'était pas encore temps qu'elle aille à la retraite. Alors nous l'avons ramenée à la tête du parti pour que l'équipe forte qui a été constituée derrière elle puisse encore être suffisamment éclairée afin que nous puissions tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne, surtout que l'ancienne, elle est encore très solide, très bonne et son leadership saura nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Au-delà de ça, il y a des décisions qui ont été prises par rapport à la fluidité du contact entre le militant lambda et les responsables au premier niveau. Vous savez, nous sommes aujourd'hui à l'ère du digital, à l'ère du numérique, et le parti est en train d'opérer des changements profonds, de manière à ce que nous ne soyons plus uniquement dans l'information, c'est-à-dire une trajectoire qui vient juste du haut vers le bas, mais que ce soit une interaction avec le militant lambda. Ces points ont également été martelés lors de ce congrès extraordinaire et les mécanismes sont en train d'être mis en place pour que ce soit réellement effectif, car nous avons devant nous l'enjeu des élections générales de 2026 où nous comptons assurément lever des sièges dans les conseils communaux municipaux et au Parlement. Nous avons également parlé lors de ce congrès-là, à travers un panel, du financement des partis politiques, car cela nous tient à cœur. Cela nous tient à cœur, vous savez, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Il fallait donc partager avec les militants et les sympathisants le contenu de la charte des partis politiques et du code électoral béninois en matière de financement public et de financement interne du parti, les financements privés. Et l'accent a été suffisamment mis sur
les cotisations et leur régularité. Des engagements ont été pris par les diverses coordinations pour une certaine régularité afin que les sièges départementaux, afin que les actions de communication, les actions de mobilisation du parti puissent en grande partie être d'abord financées par nous, avant de tendre la main à d'autres personnes plus nantis que nous, qui sont des sympathisants qui veulent bien aider le parti, car ils adhèrent à sa vision. Ils adhèrent à sa vision. Mais lorsqu'on y voit de près, est-ce que l'UDBN n'a pas rappelé les performances aux dernières élections, mais est-ce que l'UDBN est conscient des enjeux lorsque vous parlez de 2026 dans un contexte où, à un moment donné, vous avez pensé quand même à une fusion qui, après, selon vos dires, n'a pas marché au regard des prédispositions. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, vous mesurez l'enjeu de 2026 ? Est-ce que, malgré l'existence de la disposition des 10% et tout, est-ce que l'UDBN pourra véritablement, en 2026, lever des sièges ? La première réponse à votre question, c'est d'abord ces mesures... La Renaissance nationale, autant pour moi. Il n'y a pas de souci, on va y venir. Je vais revenir sur ce point-là. Ça va venir progressivement, hein, c'est tout récent. La première réponse à votre question, c'est d'abord ces mesures-là qui ont été entreprises et ce congrès-là qui a eu lieu. Je ne pense pas que un être humain qui est dans une certaine dynamique de conquête du pouvoir, un parti politique qui est dans cette même dynamique-là, se permettrait de mettre de l'énergie, du temps, des ressources dans quelque chose qu'il croit ou qu'il pense perdu d'avance. Les indicateurs, pour nous, sont au vert par rapport à cette conquête de l'électorat-là. Vous savez, il ne s'agit que de stratégie, il ne s'agit que de revoir la manière dont ça se fait. Et nous avons essayé une fusion qui n'a pas marché, justement. Nous sommes aujourd'hui plus conscients des réalités, des dangers, des avantages, ou non, d'une fusion avec un autre parti politique. Nous sommes plus aguerris parce que nous avons fait l'expérience. Donc, on n'enviera rien à quelqu'un qui ne l'a jamais fait et qui peut se permettre d'en parler comme il veut. Vous savez, il faut que le parti fonde dans un autre parti politique, il faut qu'ils se mettent ensemble avec d'autres partis politiques. Il y a des préalables à cela. Et vous savez, lorsque le respect n'est plus servi à une table, lorsque vous êtes quelqu'un de digne, quelqu'un de vertueux, vous vous levez. Vous levez, il vaut mieux donc faire chemin seul que d'être mal accompagné. C'est ce que nous avons décidé en toute responsabilité. Est-ce que nous sommes conscients de l'enjeu? Nous sommes plus que conscients de l'enjeu. C'est ce qui justifie tout ce que nous sommes en train de faire. C'est d'ailleurs ce qui justifie ma présence sur ce plateau aujourd'hui, puisque la clé du gain de l'électorat en démocratie, c'est d'abord la communication. Donc, c'est ce que je m'en vais répondre à votre question pour dire qu'il y a des actions qui seront entreprises dans les jours à venir, surtout en matière de remobilisation et de redynamisation de nos cellules à la base sur le terrain, parce que de Karimama à Cotonou, alors de Kétou à Bassila, nous comptons être présents partout, dans tous les hameaux, dans tous les coins et recoins. Renaissance nationale entend investir le terrain et faire ce bras de fer-là, parce que c'est ça même l'essence de l'existence d'un parti politique, la conquête du pouvoir et l'existence du pouvoir. Donc, vous visez aussi la présidentielle? C'est possible, puisque nous sommes un parti politique et ce droit ne nous est pas dénié par l'achat des partis politiques ou par le code électoral. Cependant, à l'heure actuelle, ce n'est pas la priorité pour nous. La priorité pour nous, c'est d'abord les élections générales, parce que c'est ça qui conditionne en fait la participation pour nous aux élections présidentielles. C'est ça qui montrera le poids du parti et c'est ça qui nous évaluera sur les efforts que nous avons fournis. La question est en discussion, mais aucune décision n'est encore prise. Il n'y a pas urgence de prendre une décision dans ce sens-là. Le calendrier électoral nous oblige à aller d'abord aux élections générales, puis ensuite à penser aux élections présidentielle. Donc nous sommes dans la dynamique et on verra bien. Cependant, il faut rappeler, je le dis pour éviter tout amalgame, que Renaissance nationale, donc ex-UDBN, demeure dans la mouvance présidentielle. Justement, quelle est votre position au sein de la mouvance présidentielle? Notre position au sein de la mouvance présidentielle, c'est la même position que tout parti politique qui soutient les actions du gouvernement, parce qu'il estime que le positif qui s'y trouve est beaucoup mieux que le négatif et que à l'heure actuelle et vu les circonstances, c'est le meilleur choix que nous avons. Nous avons contribué à l'avènement du président Patrice Talon à la magistrature suprême et nous demeurons dans cette posture-là jusqu'à demain pour dire que nous continuons de soutenir l'action du gouvernement. Certes,
vous savez, d'aucuns diraient que nous sommes l'enfant mal-aimé de la mouvance présidentielle. Et oui, ce n'est pas de refus, mais une chose est sûre, cela n'ébranle pas notre engagement aux côtés des actions du gouvernement actuel, mais il faut dire que nous sommes d'une mouvance présidentielle éclairée. Cela ne nous empêche donc pas, nous ne sommes pas un parti complément des autres partis de la mouvance présidentielle. Nous assumons notre position et nous faisons le devoir d'éclairer le président de la République sur les différentes réformes, sur les différentes actions menées et leur impact sur la population, car l'intérêt général de cette population-là est d'abord notre priorité. Maintenant, quitte à dire, vous n'avez pas de conseillers communaux, vous n'avez pas de députés à l'Assemblée nationale, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en toute démocratie, et déjà plusieurs fois dans notre pays, ce sont parfois des partis qui sont peu considérés, qui sont considérés comme minoritaires, qui font basculer tout le jeu à des moments donnés. À des moments donnés. Mohamed Akintola, puisqu'on parle de mouvance présidentielle, autrefois, on vous a vu au parti politique Force Courue pour un Bénin émergent, coordonnateur de la jeunesse, et puis paf, du jour au lendemain, vous avez démissionné, vous atterrissez à l'UDBN. Quelles sont les motivations qui vous... Bon, j'ai eu le temps de m'étaler sur cela pour dire que à un moment donné, je ne me sentais vraiment plus à l'aise dans mon ancienne famille politique. Au lendemain des élections, l'énergie qu'on devait dégager pour repartir à la rencontre de nos populations, à ceux qui ont mouillé le maillot pour nous. Malgré les résultats, je ne l'ai pas retrouvé. Donc cela a également affaibli mon ardeur à militer. C'est principalement ça, je l'ai toujours dit, je suis quelqu'un qui aime les défis. La belle preuve, je me retrouve aujourd'hui à un endroit où il y a un très gros défi à relever. Donc je ne voyais plus vraiment de défis à relever et je n'étais pas décideur, vous voyez, de stratégie, d'action et autres à mener. Donc cela m'a obligé à prendre mes responsabilités parce que je sais ce pourquoi je me suis engagé en politique. J'ai trouvé cependant réponse à ces besoins-là au Parti Renaissance Nationale. J'ai donc participé à ces réflexions-là qui nous ont menés là aujourd'hui de l'UDBN à Renaissance Nationale. J'ai participé à ces réflexions-là. Je suis fier d'emporter la voix aujourd'hui sur ce plateau et sur d'autres plateaux d'ailleurs. Maintenant, lorsque vous parlez d'un parti de l'opposition, un parti de la mouvance présidentielle, je ne m'inscris pas dans ce registre-là de s'opposer pour s'opposer. Lorsque j'étais à la Force Courue pour un Bénin émergent... Justement, de la mouvance à l'opposition, de l'opposition à la mouvance, j'allais dire. Oui, en fait, lorsque je passais sur vos plateaux, il m'arrivait de reconnaître des efforts du gouvernement en place lorsque c'est bien fait, parce que je me dis, lorsque je m'oppose de façon constructive et de relever les insuffisances qu'il y a et les manières d'améliorer. Je reste cohérent avec cette ligne de conduite-là, puisque c'est ce que je continue de faire aujourd'hui dans le Parti Renaissance Nationale, qui s'inscrit dans la mouvance présidentielle, mais qui se permet de critiquer quand il le faut. L'intérêt général et celui de l'électorat demeure ma priorité. Des preuves de cela, j'ai toujours été contre un déploiement militaire au Niger. Lorsque j'étais à la Force Courue pour un Bénin émergent, je le suis toujours. En portant aujourd'hui la casquette de Renaissance nationale, j'ai toujours critiqué le fait que les mesures sociales n'étaient pas suffisamment élargies. Lorsque j'étais dans le camp de l'opposition, aujourd'hui je continue de le dire, je l'ai encore dit sur un plateau hier pour dire que oui, le budget est allé jusqu'à 42% de social, il faut féliciter l'effort qui a été fait, mais il faut aller encore au-delà parce qu'on en a la possibilité. Donc je reste, en ce qui me concerne, cohérent, égal à mes convictions et à moi-même, juste que je milite aujourd'hui dans un camp différent. On vous aura compris, Mohamed Akintola, donc aujourd'hui, au sein de la Renaissance, de la Renaissance nationale. De Renaissance nationale. Et non, Renaissance du Bénin. Voilà, il y a une petite confusion quand même qui s'instaure au niveau des esprits. Renaissance nationale, Renaissance du Bénin. Pourquoi on n'a pas choisi une autre dénomination? Qu'est-ce qui justifie le choix de Renaissance nationale? En fait, il n'y a aucune confusion, sauf si on veut en créer. Absolument aucune confusion, parce que Renaissance nationale est bien différent de Renaissance du Bénin. C'est deux choses bien différentes. Maintenant, si vous me dites qu'on retrouve le mot renaissance, je dirais que le mot renaissance est un mot universel du dictionnaire français. Et donc, on peut en faire usage
tout le monde d'abord peut en faire usage, c'est universel, on peut en faire usage où on veut, quand on veut. Maintenant, pourquoi vouloir créer une certaine polémique? Si le parti, la Renaissance du Bénin, existait encore, eh bien, on dirait que vous voulez créer une confusion, puisque le code électoral prévoit qu'on ne devait pas choisir une dénomination pour un parti politique qui voudrait prêter à confusion. Est-ce que la Renaissance du Bénin existe encore? Elle n'existe plus selon le nouveau code électoral. Eh bien, si... La charte des partis politiques? Non, elle n'existe plus, la Renaissance du Bénin n'existe plus. Donc, si les anciens militants de la Renaissance du Bénin se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans la Renaissance nationale, eh bien, la porte est grande ouverte pour les accueillir. Mais parler de confusion, non, puisque nos idéologies ne sont pas forcément les mêmes. Au-delà de ça, pourquoi est-ce qu'on veut faire un procès d'intention à Renaissance nationale, alors que lorsque le parti Bloc républicain a été créé, on n'a pas reproché à Bloc républicain d'avoir choisi un nom qui se rapproche du Bloc populaire africain, un parti qui a existé un peu avant les indépendances. Lorsque l'Union progressiste, le Renouveau, a vu le jour, on ne lui a pas reproché d'avoir pris une dénomination qui se rapproche de l'Union progressiste dahoméenne, qui existait à la même époque. Lorsque l'Union démocratique pour un Bénin nouveau est née, on lui a, et encore là, vous savez, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, l'UDBN, naissait alors que le Parti du Renouveau démocratique existait encore. On ne lui a pas reproché d'avoir eu dans sa dénomination démocratique alors que le PRD portait démocratique. Lorsque le PRD est né en 1990, on n'a pas reproché au PRD d'avoir une dénomination qui se rapproche de Union démocratique dahoméenne. Lorsque les démocrates sont nés en 2020, on n'a pas reproché aux démocrates d'avoir dans leur dénomination une expression démocrate qui se rapproche de l'UDBN, qui existait encore, où il y a démocratique, ou du PRD, qui existait encore. Vous voyez, lorsqu'on dit Parti du Renouveau démocratique, pour dire que c'est juste, quand on ne trouve pas d'argument dans le fond, il faut peut-être prendre des choses tirées par les cheveux. Mais pourquoi le choix de Renaissance nationale? Le choix de Renaissance nationale, et merci pour la question, parce que nous avons pris une pause. Nous avons compris que notre ancienne parure ne nous servait réellement plus, mais nous desservait plus que cela nous servait. Et vu que nous voulions demeurer dans l'arène politique et compétir, il fallait donc se doter de nouvelles parures. La présidente l'a expliqué dans son discours lors du congrès extraordinaire. Elle fait cette métaphore-là et dit « L'aigle, dans son existence, se retrouve à un moment donné avec des plumes qui sont vieilles et qui n'arrivent plus à le porter aussi haut qu'il le voudrait, c'est-à-dire qu'il ne s'arrime plus avec les moyens dont il a besoin pour ses ambitions. Alors, qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle se retire dans un coin, dans un rocher, où il se départ de ces plumes-là qui sont vieilles et qui ne le servent plus. Il se brise les griffes ainsi que son bec. C'est un processus qui est très douloureux, qui est sanglant, mais il accepte de subir cela pour que de nouvelles plumes plus vigoureuses, plus neuves, plus belles, repoussent, que des griffes encore plus saillantes et plus utiles repoussent, que son bec repousse, afin qu'il puisse toiser, mieux qu'il le faisait, le firmament. Cela explique très bien la posture dans laquelle nous nous retrouvons en passant de l'UDBN à Renaissance nationale. Maintenant, nous sommes d'abord partis du contenu du mot, et c'est en le déclinant que nous sommes arrivés au fait que le mot Renaissance résumait très bien ce que nous sommes en train de faire, ce processus-là. Et nous l'avons choisi. Vous voyez un peu ce que je dis? On aurait pu choisir peut-être Renouveau. Et on nous dirait encore aujourd'hui, eh bien, il y a déjà un parti qui s'appelle Union progressiste, le Renouveau. Nous ne sommes pas privés du droit universel d'user d'un mot qui existe dans le dictionnaire, parce que ce mot, bien que servant très bien notre intention, voudrait peut-être prêter à certaines, comment on appelle, considérations. Maintenant, le mot national résume très bien pour nous le défi de la présence effective du parti sur toute l'étendue du territoire national. Et rappelle également une partie de notre idéologie qui dit que nous sommes ancrés constamment local, sur le plan économique, sur le plan des valeurs culturelles, sur le plan des valeurs intellectuelles. Le Bénin d'abord. Voilà. Sans exclusion, bien sûr, parce qu'il ne faudrait pas faire une confusion avec l'idéologie lepéniste en France. Nous,
Notre national est un national d'inclusion et non d'exclusion. Alors, Mohamed Akintola, que répondez-vous à ceux qui disent, sans risque de se tromper, que l'UDBN, devenu aujourd'hui Renaissance nationale, est une formation politique qui s'articule autour de la personne de Claudine Prudencio et qui est régentée par ses humeurs? Nous sommes en démocratie et tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. C'est d'ailleurs ça qui... Justement, vous qui êtes au sein de cette formation politique, oui, j'allais en venir, qui rende... Elle est celle qui dit tout, qui fait tout, et à qui on obéit. J'aurais bien aimé avoir peut-être un vis-à-vis qui a dit cela, afin qu'on puisse me sortir des éléments de preuve, puisque cela est à leur charge de prouver ce qu'ils sont en train de dire. Moi, je suis là aujourd'hui et je ne sens pas ce qu'on est en train de dire. Donc, je considère que ce sont des préjugés de personnes soit aigries, de personnes soit... mal intentionnées ou de personnes qui sont à distance et qui veulent bien apprécier. Je voudrais que vous compreniez aussi une chose, vous savez, nous sommes dans un contexte sociologique très patriarcal. Il est difficile encore pour le Béninois lambda d'accepter qu'une femme ait de l'influence, ait du pouvoir. Et cette dame-là est la seule qui tient debout, d'abord seule chef de parti politique depuis plus de 10 ans et qui continue de tenir debout. Vous voyez, il faut aussi comprendre les gens dans cet élan-là. Nous sommes régentés psychologiquement par ce désir-là de surplomber la gente féminine. Et lorsque ce n'est pas le cas et qu'on voit qu'une femme est en train d'émerger, qu'elle tient de main de maître une maison et qui est en train d'avancer, eh bien c'est normal qu'on fasse ces critiques-là. Malheureusement, on ne devrait pas le faire. Ça devrait être quelque chose à féliciter. Parce que ce que nous avons toujours craint psychologiquement, c'est le fait que, de façon traditionnelle, que la femme prenne trop d'influence et qu'elle surplombe le mari dans le foyer, ou ainsi de suite. Nous avons vu ce type de féminisme-là se développer ces dernières années avec tout ce qu'il y a de corollaire négatif et allant à l'encontre de la culture africaine. Mais voilà une femme qui n'est pas de cet acalbi-là. Elle est d'accord et elle s'engage pour la promotion de tout ce qui est féminin sans pour autant remettre en cause la sphère d'influence de l'homme. Elle est mariée. On s'attendrait peut-être à dire non, les femmes intellectuelles qui ont eu de l'influence, elle a été ministre, elle a été la première présidente de l'Institut national de la femme, elle est consultante à l'ONU Femmes et ainsi de suite. Elle est femme d'affaires accomplie. On s'attendrait à ce que ce soit une femme qui n'est pas au-dessus d'elle un maître du foyer, mais c'est le cas justement. Et c'est surtout ça qui devrait être le modèle recherché pour qui ne veut pas que sa fille, quel père ne veut pas que sa fille réussisse de cette manière-là, tout en gardant ses valeurs traditionnelles, éthiques africaines-là. Elle l'a réussi et au lieu de lui jeter de l'opprobre, il vaudrait mieux accompagner cela car c'est un modèle à suivre pour une jeune fille. Mohamed Akintola, nous sommes à la fin de cet entretien. Nous aurons d'autres occasions de nous retrouver pour parler de Renaissance nationale. Vous allez regarder dans la caméra et dire moi l'endroit de ces militantes et militants et sympathisants de Renaissance nationale qui ont bien voulu suivre cet entretien et voulu en apprendre davantage sur cette refonte qui a été effectuée au niveau de votre formation politique. Ce que j'ai à dire, c'est d'abord merci au peuple béninois de rester aussi démocratique que possible afin de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, de donner de la voix par rapport à ses aspirations, par rapport à ses opinions. Remercier également les militantes et militants, sympathisantes et sympathisants qui étaient présents, nombreux, venus de tous les coins et recoins du Bénin au congrès extraordinaire du samedi 16 décembre 2023, d'avoir assisté à cette métamorphose-là et surtout d'avoir pris l'engagement d'accompagner encore avec plus d'énergie, plus de vigueur, cette dynamique-là qui est née. Nous sommes là, et c'est ce que je tiens à dire à tout le monde, nous sommes présents et nous n'entendons pas baisser les bras jusqu'à ce que notre objectif soit atteint. Cet objectif à moyen terme qui est de lever des sièges dans tous les conseils communaux et municipaux du Bénin, autant qu'à l'Assemblée nationale au soir des élections de 2026 afin de prouver que les décisions que nous avons prises aujourd'hui de changer étaient les meilleures à prendre dans le contexte actuel. Nous sommes outillés pour cela, nous sommes prêts pour cela et nous sommes convaincus que le résultat sera atteint.
Merci à vous, Mohamed Akintola. Chers amis internautes, de ce bref entretien, on retiendra qu'à l'entame, l'invité a tenu à exposer les fondements de la tenue du congrès extraordinaire. Il a fait savoir que cela est une extension du congrès ordinaire avec une juxtaposition de leur participation aux dernières élections législatives. Il a fait part du diagnostic des mots qui entravent l'éclosion de cette formation politique. Il nous a fait savoir qu'au cours des assises, le Bureau national a été remembré. Il nous a fait savoir que Claudine Afiaï-Prudencio est revenue à la tête de cette formation politique baptisée désormais Renaissance nationale, car on lui a fait appel pour faire valoir son expérience politique, son savoir-faire politique, car selon ses propos, il est difficile chez nous d'accepter, notamment sur nos tropiques, qu'une femme ait du pouvoir. Pour Mohamed Akintola, Claudine Afiaï-Prudencio est un modèle pour la gente féminine. Il a fait part également qu'au sein des nouvelles réformes qui ont été instaurées au sein du parti politique, il y a des mesures qui visent à renforcer l'interaction entre le militant lambda et les instances dirigeantes de la formation politique. L'objectif, ce sont les élections générales de 2026 afin que la formation politique puisse lever des sièges, que ce soit au niveau des élections communales et législatives. Il a fait savoir que la préoccupation du moment n'est pas l'élection présidentielle, même si il n'oublie pas cela. Vaut mieux faire cavalier seul au lieu d'être mal accompagné, a tenu à préciser sur cet entretien le responsable à la communication du parti Renaissance nationale. Il a fait savoir que dans les jours à venir, ils vont investir l'ensemble du territoire national pour la remobilisation et la redynamisation des cellules de base. Ils ne sont pas de la mouvance présidentielle comme on le dit de façon générale, mais il a tenu à préciser qu'ils sont d'une mouvance présidentielle éclairée et ne sont pas un complément des partis de la mouvance. Au cours de cet entretien, il a également fait part de façon sommaire et expéditive de quelques moments forts du Congrès. J'espère que c'est un peu vos propos. Je valide à 100% votre résumé. Merci à vous, Mohamed Akintola. Je rappelle que vous êtes chargé de mission et responsable de la cellule de communication du parti Renaissance nationale. Merci à vous, chers amis internautes. À présent, j'installe Kolom Oussou qui présente la page des sports. Amis sportifs, bonjour. On démarre cette page des sports par une bonne nouvelle. C'est Ondelarius Adiagbenon, journaliste reporter d'images à ESAE Télévision, a remporté le prix de meilleur cadre journaliste reporter d'images JRI de la presse sportive béninoise de l'année 2023 par Radio Tokwa samedi dernier au cours de l'émission Week-end à tout vent. Le prix est constitué d'un trophée, d'un certificat de mérite, des bons et autres gadgets. Le journaliste a annoncé sur sa page Facebook que cette récompense vient couronner des années de travail inlassable au service de l'information à la rédaction de ESAE Télévision. Sur le plan professionnel, ce qui m'a valu une telle récompense porte également les griffes d'une équipe, mes collègues de ESAE Télévision et d'un homme, le promoteur du groupe de presse ESAE, Clément Adéchian. Sur le plan privé, c'est le fruit de l'éducation et des valeurs que mes parents m'ont inculquées. Il a dédié le prix à son formateur, René-José Sagbo, et à toutes les personnes qui l'ont soutenu et qui l'accompagnent toujours dans l'exercice de ce métier noble. Il a également profité de l'occasion pour exprimer sa gratitude à Félix Sondé Pépéripe, Guy Capo et à toute l'équipe de la radio Tokwa. Autre information, la Fédération béninoise de football, FBF, apporte son soutien à l'international béninois Tosin Ayegon, victime des messages haineux sur les réseaux sociaux après le match Lorient-Marseille disputé le 10 décembre 2023. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football dénonce ces messages choquants qui ne doivent en aucun cas exister dans le sport en général et dans le football en particulier. L'annonce a été faite à travers un communiqué publié par l'instance en date du 15 décembre 2023. Plus jamais ça dans le football, peut-on lire dans le communiqué. Parlant du championnat national de football à présent, la rencontre entre Aïnonvi et Aspac Football Club, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro, s'est soldée sur un score de parité 1-1. Je vous invite à suivre les moments forts de la rencontre dans cet élément avec le débriefing des deux entraîneurs. Aïnonvi, difficile à croquer pour Aspac parce que le match allait, on a regretté ce match nul là, mais on se disait qu'on pouvait venir les surprendre aussi, mais ça n'a pas été le cas. L'équipe aussi s'est préparée. Je pense que pour cette année, le match aller-retour, on a fait match nul. Sur le football, ça arrive en compétition. Un match difficile,
très difficile, mais je suis satisfait du score, dans la mesure où nous avons couru derrière le but et nous avons trouvé les ressources nécessaires pour accélérer après qu'on ait encaissé le but et on a pu égaliser ce but-là. C'est l'essentiel. Il vaut mieux prendre 1 que 0. Le match de cet après-midi a été très difficile. L'adversaire aussi a cru à sa chance. L'adversaire a joué. L'adversaire joue à domicile. Il y avait toutes les conditions réunies. Et on a assisté à un match très dur, très dur. Et comme je l'ai dit, l'essentiel, c'est de repartir avec un point et préparer le match du mercredi prochain. Ah ouais, c'est incroyable, mais le football c'est comme ça. Tu vas jouer bien, tu domines les matchs pour 60 minutes et enfin quand tu vas marquer, tu passes en 0, la mentalité de les jouer fait la différence. On a commencé un peu timide, on a eu beaucoup d'occasions. C'est indiscutible qu'on jouait bien, très bien aujourd'hui. On passe de 0-0 avec les champions, on passe à gagner avec Étoile. On a perdu en Cotonou en partie difficile. On a vu la SPAC, c'est une grande équipe, il est bien entraîné, ce sont de bons joueurs techniques. Mais on a fait la différence. Honnêtement, on travaillait beaucoup pour arriver à faire la différence aussi avec cette équipe. Je suis content de les jouer, mais je ne suis pas content de l'attitude de quelqu'un qui n'a pas entendu encore que c'est difficile. On fait pour gagner. J'ai toujours dit, on va jouer pour gagner, ce n'est pas pour empater le match comme ça. Mais l'attitude de les jouer, on va faire un travail pour changer l'attitude de chaque joueur. Mais je pense aussi qu'il a joué, qu'il peut changer parce qu'ils sont jeunes, l'expérience, il veut jouer, il va changer. Il y a des joueurs, malheureusement, qui sont âgés. Il ne va changer la mentalité. Et ça il a disturbé l'équipe de les joueurs qu'on va faire. Mais je suis très content de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne suis pas content, on a perdu 2 points. Le derby du Septentrion a tenu tout le public sportif. Ce week-end, les Buffles du Borgou ont reçu les Panthères de Djougou au stade municipal de Parakou pour le compte de cette 12e journée de la Ligue Pro dans la zone A. Le match très attendu n'a pas donné de vainqueur au terme des 90 minutes. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul, 1 but partout. Suivez dans cet élément signé Anaël Dohou les 2 buts de cette rencontre, suivis des impressions de Ibrahim Aboudou, entraîneur des Buffles du Borgou, et de son homologue des Panthères, Alassane Amidou. On a voulu gagner ce match. Néanmoins, les conditions dans lesquelles on a abordé le match, on remercie de prendre les 1 point parce que Panthère aussi est venu pour gagner le match. Et ça a été un match très difficile. Et néanmoins, on prend ce que Dieu nous a donné ce soir. C'est toujours comme ça, ce qu'on l'a dit. Attention aux 15 premières minutes. Et le but matinal qu'on a encaissé nous a un peu déstabilisés. Ça nous a obligés à revoir notre système de jeu. Mais néanmoins, le fait de revenir au score prouve le mental de mes joueurs. Et je garde ce côté positif ce soir. Parce que n'oubliez pas que nous étions aussi dans des situations difficiles ces derniers temps. Et on n'a pas perdu, on a poussé à gagner. Aujourd'hui, je pense que le 1 point nous conforte parmi les 4 premiers. Pour nous, l'objectif, c'est être parmi les 4 et aller à la Super League. Parce qu'on vient de très loin, c'est une équipe reconstituée à 90%.
Donc la mayonnaise va prendre avec le temps. Néanmoins, le 1 point nous réconforte aujourd'hui dans la 4e position, espérant que les matchs à venir, nous irons gagner aussi si l'adversaire est à l'extérieur. Non, nos impressions sont bonnes. Et avec un match nul, c'est pas mal. Sinon, on était venir chercher la victoire. Parce que rien n'est mal. Si les Bus étaient venus à Djougou nous battre 3-0, il n'y a pas ce qui nous montre qu'on ne peut pas gagner les Bifs. Donc on s'est préparé, surtout physiquement, pour venir les battre. Et que bon, le bon Dieu a choisi un match nul. On ne peut rien. Nous remercions le bon Dieu. Les 20 dernières minutes ont été dominées par les Panthères. Et on pouvait gagner ce match. Bon, nous allons continuer par travailler. Et notre ambition, c'est de revenir en Super League. Pourquoi on ne peut pas le jouer? Avec ce que nous retrouvons, nous voyons que les points sont tellement serrés. Avec 2 victoires, avec 6 points successifs, on peut revenir en course. Donc nous allons essayer de le faire. Surtout les matchs que nous allons jouer à domicile. Il faut tout faire maintenant pour gagner les matchs à domicile. Et pourquoi ne pas faire une surprise à l'extérieur? 5 ans après sa suspension, le tournoi intermédiaire de football à 5 est revenu ce vendredi avec la 6e édition. Un match officiel d'ouverture, le RTB a battu Eden Télévision au bout d'une rencontre explosive, 6-4. Suivez les réactions des 2 capitaines Espoir Oumabou d'Eden et Candide Rounkari de Nagra FC. On est venu, en tout cas dans l'intention de montrer que nous savons jouer, et vous l'avez vu sur le terrain, il y a assez d'engagement, il y a assez d'entrain que nous avions montré, sauf que tout n'a pas tourné rond au niveau donc, des marquages, et c'est un peu là que nous avons faussé le match, il faut le dire. L'adversaire a gagné, ce n'est que partie remise. Je crois qu'il va falloir se réarmer pour mieux revenir et nous avons la conviction que nous pourrons mieux sauter la fois prochaine. On a bien entamé puisqu'on a ouvert le score et un peu d'inattention a fait que Eden est revenu. Par la suite, ils ont pris un peu de confiance. Donc on a dû remobiliser les troupes pour venir à bout de cette valeureuse équipe. Nous sommes venus dans ce tournoi pour confirmer notre statut de champion. Et l'équipe d'Eden TV, il faut dire que c'est une équipe qui participe pour la première fois au tournoi. Donc on ne maîtrisait pas trop leur jeu, donc il a peut-être fallu un peu de temps pour réadapter notre tactique à ce que présentait l'adversaire. Aucune formation ne va en championnat pour dire qu'il va perdre. Donc notre objectif premier, c'est d'abord de montrer que nous savons toucher à la chose, qu'au sein de notre groupe de presse, qui est tout jeune, d'ailleurs beaucoup le savent, nous savons quand même toucher à la balle, malgré que nous sommes bien pris par le poids de l'âge, nous savons quand même faire la chose. Et notre ambition, c'est le trophée. Faut dire que le tournoi nous a manqué. Quand on a reçu la nouvelle de la reprise, même si elle a été précipitée, ça nous a enchanté. Avec le Covid et après, donc, les activités au niveau de Nagra aussi avaient baissé un peu. Peut-être c'est ce qui dénote un peu la léthargie que vous avez constatée un peu dans le jeu. Mais les gars de Nagra, c'est des gens qui aiment le jeu. Et dès qu'on dit, allez, il y a un match, tout le monde se mobilise et puis on donne le meilleur de nous-mêmes. Pour le compte de la 2e journée des matchs de poule, Nagra FC de l'ORTB a infligé une bérésina à Le Héros, 11-1. Eden Télévision n'a pas fait également dans la dentelle face à Le Révélateur qu'elle a balayé 8-3. En levée de rideau du tournoi intermédiaire 2023, le duel fratricide entre Le Révélateur et Le Héros de périodique universitaire a accouché d'un match nul de 2-2. René-José Sagbo, président du réseau des journalistes de sport au Bénin, donne les contours de la 6e édition du tournoi. En termes d'innovation, nous avons eu le format de la phase de poule qui a été modifié puisque aujourd'hui, pour des contraintes de temps, nous n'avons pas pu faire jouer 6 équipes comme attendu, pas forcément parce que les équipes étaient absentes, parce que nous avons eu 6 équipes, mais 2 ont déposé
ont envoyé leur dossier hors délai. Et vous savez, au niveau du réseau des journalistes de sport au Bénin, l'heure c'est l'heure. Donc on a dû retenir les 4 qui ont envoyé. Nous profitons pour présenter nos excuses aux 2 qui n'ont pas pu être retenus, mais malheureusement, il fallait prendre une décision. On ne pouvait pas, au-delà de 24 heures, 48 heures, accepter des équipes qui n'ont pas déposé dans le délai. Donc, vu qu'on a pu valider 4 dossiers, nous avons modifié le format et nous jouons en linéaire avec le même nombre de rencontres. Donc, la finale va opposer les 2 premiers qui vont obtenir le plus de points à l'issue de la phase de poule. Donc ça serait pour la fin du mois de décembre. François Vincent, tout le monde le sait, c'est un baobab au niveau de la presse sportive béninoise. Il nous a quittés il a près de 10 ans bientôt. Il ne faudrait pas le jeter aux oubliettes. Et au-delà de François Vincent, n'oubliez pas, nous avons le trophée Fair Play qui porte le nom de Jean Dieudonné Douba, l'ancien chef service sport de la télévision nationale et un doyen baobab aussi au niveau de la presse. Donc pour nous voudrons à travers ceci leur rendre hommage pour tout ce qu'ils ont apporté à la presse sportive béninoise. Et vous savez que c'est un vide qui serait très difficile à combler. Lorsque vous voyez aujourd'hui tout ce qui se passe dans l'environnement médiatique au niveau du sport, on regrette le départ de ceux-là. Donc c'est une manière pour le réseau des journalistes de sport de leur rendre hommage et éviter qu'ils soient jetés aux oubliettes. Actuellement, nous avons le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, loisirs et sport que dirige M. Imoru Bouraïman. Une structure qui fait beaucoup pour le sport, qui encourage beaucoup les promoteurs et particulièrement le réseau des journalistes de sport. Nous disons merci au directeur général de cette structure et à tout son personnel. Et comme vous l'avez si bien dit, nous sommes encore ouverts. Tous ceux qui voudraient rejoindre la BAC, sans oublier bien sûr nos partenaires, nos autres partenaires Chicrea, nos autres partenaires Fles Foot qui abrite bien sûr la compétition. Donc tous les autres peuvent nous rejoindre encore, c'est encore possible. Plusieurs personnalités du monde des médias et du mouvement sportif ont rehaussé de leur présence le lancement officiel du Team 2023. Suivez les impressions de Fernando Hessou, secrétaire général du comité olympique et sportif béninois, et de Benoît Huandja, membre du bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. Je voudrais pour commencer dire merci aux organisateurs de ce tournoi. Nous sommes dans un métier assez stressant, donc c'est important de temps en temps de laisser micro, de laisser stylo, de laisser tout le reste et de s'occuper du cul rond qui unit véritablement les gens. C'est sûr qu'à travers ce tournoi, vous allez mieux vous connaître, donc je vais profiter pour demander à la suite des arbitres certainement que chacun puisse faire preuve de fair play. De fair play, ce n'est pas la Coupe du Monde, ce n'est même pas la Coupe d'Afrique, donc c'est plutôt le côté fraternité qui doit primer au-delà de l'enjeu d'un tournoi. Donc je souhaite que le meilleur gagne et que le tournoi puisse vraiment suivre son cours sans anicroche, sans aucun problème, et donc vive la presse. Vous savez, lorsque nous avions pris l'habitude d'animer cette compétition, nous nous étions dit secrètement qu'il ne faudra jamais qu'il y ait rupture. Malheureusement, il y a eu rupture. Et comme tout est bien qui finit bien, on se retrouve aujourd'hui avec une compétition de reprise. J'espère à mon humble avis qu'il n'y aura plus d'arrêt et qu'on va continuer de travailler ensemble, de nous amuser ensemble. C'est très important, on a dit tournoi intermédiaire. Et cette compétition aurait pu servir de levain ou même de terreau, j'allais dire, à nos retrouvailles de manière à ce que j'ai toujours déploré,
au moment où j'étais encore très actif à l'ORTB, nous puissions mettre un terme à ça, c'est-à-dire le creuset unique au sein duquel vont se retrouver tous les journalistes et reporters sportifs. Je vous rappelle que l'année prochaine, l'AIPS va fêter ses 100 ans. Est-ce qu'au Bénin, nous allons fêter ça en rang dispersé? La maison est ouverte, la maison UJSB, la structure reconnue par l'AIPS au Bénin, elle est ouverte à tout le monde. Nous avons la fin de ce mois de décembre et le début de l'année 2024, c'est-à-dire le mois de janvier, pour essayer de nous remettre ensemble. Ce qui est sûr, moi j'ai espoir que ça va revenir et nous devons en profiter pour donner longue vie au tournoi intermédiaire. Parlons toujours de football. Le tournoi Intervillage Sénan Football est un nouveau label sportif qui promeut les talents du Cuiran dans la sphère de Semekpodi, plus précisément dans Agblangan. Dans cette compétition de football petit poteau qui met aux prises les 12 villages de l'arrondissement d'Agblangan était à sa 3e journée le week-end écoulé sur le terrain omnisport d'Agblangan, 6 à Sekandi, derrière l'industrie Homocline. Je vous invite à suivre le reportage. 5 ans après sa suspension, le tournoi Intervillage Sénan Football fait surface. Cette compétition de football de petits poteaux qui met aux prises les 12 villages de l'arrondissement d'Agblangan sur le terrain Homocline de Sekandi vise un objectif bien précis. Cette initiative est venue depuis 2012 par moi-même. Donc j'avais l'habitude d'organiser les compétitions de football. Et on avait eu à faire 6 éditions depuis 2012. Et après ces 6 éditions, on a eu un peu de pause à cause des difficultés financières qu'on sort. Et on a voulu reprendre après 5 ans. Et je suis quelqu'un, j'aime trop la jeunesse. J'aime beaucoup là où il y a la jeunesse. Et parce que avec ce tournoi, je peux vous dire que la jeunesse se retrouve surtout au niveau des vacances, au niveau des congés de fête, au lieu que la jeunesse se trouve dans les trucs un peu trucs là. Et ce tournoi essaie de faire une sensibilisation au niveau de la jeunesse sur tous les plans. C'est un tournoi vraiment purement apolitique. Donc c'est pour cela que vous voyez autour du tournoi toutes les autorités, toutes les personnes ressources de tout bord politique. Les supporters qui effectuent le déplacement à chaque journée se réjouissent de l'initiative et nourrissent des ambitions. Tout le monde sort massivement pour regarder en joie et le truc, ça se passe bien, ça se manifeste très bien et j'apprécie bien et l'amour que tout le monde a pour l'initiative. Grâce à Dieu, ça va se terminer en beauté comme cela ça a commencé. Le tournoi est bienvenu. C'est bienvenu, c'est ce qu'il faut pour la jeunesse. C'est ce qu'il faut pour la jeunesse et pour le pays en général, vous voyez, parce qu'il faut, c'est lors de ces tournois qu'il faut détecter les talents. Nous constatons qu'il y a beaucoup de talents, que nous constatons les enfants qui jouent très bien, qu'on peut pouvoir les utiliser pour pouvoir faire au moins la détoire du Bénin. Le compte à rebours a déjà commencé et pour cette 3e journée, Agblangan a obtenu son billet pour les quarts de finale en battant Sekandi 1-0. Un but inscrit à la 3e minute du jeu. Akpokpota a confirmé sa suprématie sur Kwakpakanmen en s'imposant 1-0 grâce à un but de Martin Rossou. Si les rêves de certains sont brisés, d'autres restent confiants pour la suite. C'est un match très technique et nous sommes préparés pour ça. Pendant les vacances, on a l'habitude de jouer plusieurs tournois sur ce terrain, mais on n'a pas eu la chance d'avoir un tournoi intervillage. L'objectif, c'est que mon quartier puisse remporter le trophée. Mais malheureusement, je suis en train de perdre, donc je suis en train d'être éliminé tranquillement comme ça. Déjà, on est venu comme le petit poussé. On est venu, personne ne connaissait, mais là, on montre déjà qu'on fait de grandes choses. On a de très bons joueurs. La belle preuve, les 2 matchs qu'on a joués, les hommes du match, les MVP, ça revenait à nos joueurs. Donc ça montre déjà clairement nos ambitions. On a envie d'aller loin. On veut remporter la coupe pour cette édition. Démarrée le 2 décembre 2023, cette édition du tournoi va connaître son épilogue le 3 décembre prochain avec la grande finale. Alexis Donald Akapo revient devant la Criette le 15 janvier 2024. Le directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire
et ses 2 co-accusés ont comparu hier lundi 18 décembre 2023 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET dans un dossier de détournement de deniers publics. Le préjudice est évalué à plus de 2 milliards de francs CFA. Alexis Donald Akakbo et son comptable ont plaidé non coupable. Le 3e prévenu a reconnu les accusations d'escroquerie à son encontre. Le ministère public a requis l'incompétence de la Cour hier matin à l'ouverture du procès. Les 3 prévenus, le DG OBSU, le comptable et une 3e personne sont sous mandat de dépôt depuis le vendredi 8 décembre 2023 à l'issue de leur présentation au parquet spécial près de la Criette. Autre discipline, la première édition de la lutte de bras de fer sportif des Amazones à Godier a connu son épilogue samedi dernier au campus d'Abomey-Calavi. Les vainqueurs de chaque catégorie en bras gauche, bras droit et poids lourd ont été gratifiés des médailles et trophées. Les champions sont d'emblée qualifiés pour les prochains Jeux africains à Accra, au Ghana. Pour le président de l'instance fertière du bras de fer sportif béninois, Jérémy Benro, c'est le plus grand succès de cette année 2023. Un succès qui n'est que l'aboutissement d'un travail de longue période abattu par une équipe dynamique et engagée. Pendant 3 jours, du 14 au 16 décembre 2023, à travers cette initiative, la femme a été honorée de la plus belle des manières. Pour finir, le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des champions 2023-2024 a été effectué hier lundi 18 décembre au siège de l'UEFA à Nyon en Suisse. Le Paris Saint-Germain PSG a hérité de la Real Sociedad, club espagnol qui a terminé premier de son groupe devant l'Inter Milan et qui pointe à la 6e place de la Liga. Napoli a hérité du Barcelone, Inter Milan, Atlético de Madrid, PSV, Borussia Dortmund, Lazio Rome, Bayern Munich, FC Copenhague, Manchester City. Les matchs allés se joueront les 13, 14, 20 et 21 février et les matchs retour les 5, 6, 12 et 13 mars 2024. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colombo Soub, pour cette présentation de la page des sports. À présent, chers amis internautes, on installe le chroniqueur de la définition du jour. Bonjour amis internautes, avoir la langue bien pendue est une expression qui signifie que quelqu'un est très à l'aise pour parler, s'exprimer et communiquer. Cette personne a le don de la parole et peut facilement engager la conversation. Elle est souvent éloquente, persuasive et sait utiliser les mots justes pour se faire comprendre ou convaincre les autres. Cependant, cette expression peut parfois être utilisée pour souligner un côté bavard ou trop loquace. L'origine de l'expression « avoir la langue bien pendue » remonte au Moyen-Âge. À cette époque, il existait un châtiment cruel consistant à pendre les personnes par la langue pour les punir de leurs paroles. Cette punition douloureuse était réservée à ceux qui avaient tenu des propos inappropriés ou insultants, notamment envers les autorités. Alors, au fil du temps, l'expression a perdu son sens littéral et a pris une connotation moins violente. Aujourd'hui, elle est utilisée pour décrire quelqu'un qui parle avec aisance, qui a de la répartie et qui n'hésite pas du tout à s'exprimer. Elle peut toutefois revêtir une légère nuance négative si la personne est considérée comme trop bavarde ou impertinente. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation assez instructive. S'installe à présent Atifa Olafa pour la rubrique Trucs et astuces. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Comment différencier une robe de cocktail et une robe de soirée? Amis internautes, la robe de cocktail et la robe de soirée ont des caractéristiques communes. Pour déjà les différencier, sachez que la robe de cocktail a généralement une longueur courte,
comme la petite robe noire. Cette dernière varie aussi de mi-cuisse à mi-long alors que celle de soirée repose essentiellement sur une longueur genou au ras du sol. La robe de soirée est souvent portée à une occasion particulière telle que les mariages, les bals, les dîners de gala, les événements de charité et bien d'autres. Si vous portez la robe de cocktail dans une occasion solennelle, vous ne pourriez pas être considérée comme une femme raffinée qui correspond aux événements officiels avec solennité. Même si elles ont des caractéristiques communes, sachez que la robe de cocktail n'est pas la robe de soirée et la robe de soirée n'est pas la robe de cocktail. Les deux ne se portent pas de la même manière ni pour les mêmes occasions. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour ces astuces. Chers amis internautes, à présent, Brissette Pangon s'installe pour les prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Bélier, vous avez une tendance à l'impertinence en ce moment. Faites attention à ne pas vous mettre vos amis à dos. Vous pourriez paraître hautaine et froid. Taureau, la prospérité pourrait être au rendez-vous aujourd'hui si vous prêtez attention à vos proches. Amis Gémeaux, les plaisirs de la vie vous procurent le plus d'optimisme. Vous appréciez une conversation autour d'un repas. Vous prenez compte des attentes d'autrui mais ne refaites pas l'impasse sur vous-même. Cancer, vous cherchez à vous développer intérieurement, quitte à mettre en question toutes vos relations. Soyez attentifs dans le choix de vos mots. On risque de les interpréter mal. Amis Lion, vous passez de bon temps avec votre entourage. Votre bonne humeur vous encourage à connaître une vie sociale trépidante. Côté finance, faites attention. Amis Vierges, soyez prêts à accueillir une rencontre amicale aujourd'hui. Si vous aviez des obstacles, vos proches seront ravis de vous aider. Amis Balance, journée favorable à une rencontre amicale qui pourrait vous apporter beaucoup. Votre entourage recherche votre présence et cela vous fait du bien. Scorpion, vous passez un bon moment avec vos proches. Vous êtes solide et vous donnez des conseils avisés sur les sujets importants. Sagittaire, vous vous cantonnez à des discussions rationnelles et pratiques. Certains d'entre vous pourraient faire des rencontres intéressantes. Capricorne, vous vous montrez entêté, menez pas une confiance en vous à son sommet. Attendez-vous peut-être à avoir des frustrations au cours de la journée. Verseau, les plaisirs de la vie procurent le plus d'enthousiasme. Vous pourriez avoir des échanges susceptibles de vous aider. Dernier signe du zodiaque Poisson, votre humour piquant pourrait ne pas être bienvenu. Par contre, il vous permet d'apporter la joie et l'allégresse dans votre entourage. Et ce sera tout pour l'horoscope du jour. Et voilà, chers amis internautes qui mènent thème Afrimatin ce matin, merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien, on se retrouve demain pour le même exercice. Jusque-là, portez-vous bien une fois encore. Et belle suite de programme sur ESAE TV.